Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1109 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 13 novembre 2025. Cette semaine, dans le Flash Actu, on va bientôt pouvoir parler avec un appareil photo. Sony va déployer une technologie de certification d'authenticité pour les vidéos. Le Lumix Live débarque à Paris et Baptiste nous partage le coup de cœur Fox de la semaine. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. La société Camera Intelligence vient de lancer une campagne de financement participatif pour accompagner le développement d'un nouveau boîtier hybride micro 4 tiers à objectif interchangeable nommé Kaira. Ce boîtier est conçu pour être utilisé avec un iPhone et solidarisé à ce dernier grâce au MagicSafe. L'appareil exploite un capteur de 11 millions de pixels, capable de filmer jusqu'en 4K 30p et intégrant un système de double ISO natif. Ce capteur est associé à un processeur Qualcomm Snapdragon 8 cœurs avec une puce Google Edge TPU qui est dédiée à l'intelligence artificielle. L'autofocus est opéré par analyse d'image qui, grâce à l'IA, estime la distance du sujet pour ajuster la position des lentilles de l'objectif. C'est un boîtier naturellement ultra minimaliste, sans écran, avec une ergonomie réduite au strict minimum. On retrouve néanmoins une construction en aluminium, une poignée grip avec bouton déclencheur, une prise USB-C et une griffe porte-accessoires. L'IA est au cœur de ce concept. Outre l'autofocus, grâce à elle, il est par exemple possible de piloter l'appareil à la voix, avec des instructions de prise de vue, d'édition, de retouche et même de diffusion. Côté retouche, on retrouve le modèle d'IA générative Google Nano Banana qui peut modifier les images, comme par exemple changer la couleur d'un vêtement ou encore passer d'une scène photographiée de jour à une scène photographiée de nuit. L'appareil devrait voir le jour sur le premier trimestre 2026. Il sera proposé au prix de 995 $, mais il est possible de le précommander à tarif préférentiel grâce à la campagne de financement participatif sur Kickstarter. Sony vient d'annoncer qu'il allait mettre en place une solution de certification d'authenticité pour les vidéos, une grande première pour le secteur. Cette initiative a pour but d'apporter une sécurité supplémentaire pour les médias et les diffuseurs sur l'origine des images vidéo afin de lutter contre les contenus générés à l'aide d'intelligence artificielle. Ce projet a été réalisé en collaboration étroite avec le département de recherche et développement de la BBC et en lien étroit avec la C2PA, la Coalition for Content Provenance and Authenticity. Le site de vérification permet donc de vérifier l'authenticité des images photos et vidéos en confirmant qu'elles ont bien été réalisées avec un appareil Sony. Pour ce qui est des images vidéo, le système peut aussi détecter la profondeur 3D et donc valider la réalité et l'existence réelle d'un sujet. Cette nouvelle technologie sera déployée prochainement sur les A1 II, A9 III, FX3, FX30, puis un peu plus tard sur l'Alpha 7S3. Lumix organise à Paris le samedi 22 novembre prochain la première édition française du Lumix Live, un événement conçu pour les passionnés et créateurs Lumix. Au programme, une table ronde animée par votre serviteur qui réunira 5 créateurs. Alex Jackson, Nadia de la chaîne Partons en voyage et blog photo Lumix, Benjamin Tanto de la chaîne Derrière la caméra, Hugo Ebb et David Lambeau de la chaîne Monsieur Caméra. Le Lumix Live, c'est aussi la possibilité de découvrir, prendre en main et tester les derniers produits Lumix sur des expériences de shooting, photo et vidéo. C'est la possibilité aussi de faire nettoyer son capteur gratuitement et c'est surtout la possibilité d'échanger avec d'autres passionnés de la marque autour de choses à grignoter et à boire. Le Lumix Live, c'est donc le samedi 22 novembre à Paris de 15h à 20h à l'usine Déguéry, au 12 rue Déguéry dans le 11e arrondissement. L'entrée est payante au prix de 10 € et sur inscription car le nombre de places est limité. Prenez vos places directement en ligne. Le lien est accessible en description de cet épisode sur notre compte Instagram. Et pour terminer, on écoute Baptiste Soto nous partager le coup de cœur Fox de la semaine. Il revient sur la nouvelle focale fixe ultra lumineuse annoncée par Canon à l'occasion du lancement du R6 Mark III. Canon a annoncé jeudi dernier le lancement imminent d'une nouvelle optique, un RF 45-1.2 STM. Premier élément de surprise, on se dit quoi? Tiens, une ouverture 1.2, c'est pas une sérielle. C'est quoi cette histoire?
Alors, il faut quand même qu'on soit tous conscients qu'habituellement, quand Canon parle d'une optique à ouverture 1.2, on se dit quelque chose du genre, il y a un RF 50-1.2 à 2699 € ou un RF 85-1.2 à 3199 €. Donc, c'est pas pour toutes les bourses, autant dire qu'on est dans un usage qui est pro ou élitiste. Mais là, patatrac, c'est le branle-bas de combat. Canon nous a tous cloués sur nos chaises avec une optique annoncée à 499 € TTC. J'ai pas oublié un 1 devant, on se parle bien d'une optique ouverture 1.2 à moins de 500 €. Juste pour parallèle, sur la semaine dernière, sur le podcast, je ne pense pas qu'il ait été question du moindre produit à moins de 500 €. Or là, on se parle justement d'une optique d'élite à ce prix-là. Ça change totalement la donne. Jusqu'à présent, les optiques 1.2 de marque A étaient des produits d'élite qui étaient destinés à des professionnels, à des clients très aisés. Et là, du jour au lendemain, on se retrouve avec une optique 1.2 accessible à tous. Mais c'est pas tout. Le deuxième effet qui se coule, c'est son gabarit, puisqu'on se retrouve avec une optique. Alors, je vais commencer dans l'autre sens. Un RF 51.2, ça pèse 1,5 kg. Un RF 51.4, ça pèse 600 grammes. Et là, on se retrouve avec un 45 1.2 qui pèse 350 grammes. Autant dire que c'est une optique légère, c'est à peu près le poids habituel qu'on va avoir sur une optique type 18-55, c'est un petit peu plus, mais pas beaucoup. Et avec cette optique légère et orientée vers la photo créative, ça va permettre à toute une foule de photographes amateurs de faire le pas vers la grande ouverture sans devoir brûler son livret A. Une grande partie des utilisateurs de plein format Canon vont regarder de très très près cette optique, ne serait-ce que par curiosité, pour essayer, pour dire, et si je m'y mettais à l'ouverture 1.2. C'est une nouvelle optique qui va être un plus énorme, évidemment, pour les amateurs de bokeh, pour les vidéastes, et d'une manière générale, pour tous ceux qui souhaitent faire de la photographie dans des contextes de faible luminosité, comme de la streak nocturne ou sur la vie nocturne plus généralement. Mais on va se dire, mais tout le monde n'a pas besoin d'une ouverture 1.2. Et c'est complètement vrai. En termes d'usage réel et d'intérêt réel, c'est des usages assez marginaux, mais c'est pas tant un besoin qu'une envie. Ça fait des années que tout le monde a envie de se payer ce genre d'optique et qui peut pas. Aujourd'hui, le principe du plaisir, de l'envie, va être très, très au-dessus du besoin, à mon avis, sur ce produit. Et tellement de photographes amateurs ont fantasmé sur ces optiques, ça va être un raz-de-marée. Personne ne s'imaginait en ouverture 1.2, et là, paf, tout devient possible. L'aspect légèreté va en rajouter une grosse couche, ça devient l'optique plaisir, facile à transporter, comme un 51.8 ou un 75-300, les optiques de base, l'optique qu'on a en permanence dans son fourre-tout et dans la poche au cas où. Alors, pour revenir après sur du super concret, les premières livraisons sont attendues la semaine du Black Friday. Alors, n'imaginez pas avoir des offres sur cette optique au Black Friday, hein, ça c'est un rêve. Et si je puis me permettre un conseil, si vous en voulez une sous le sapin, vu que ça va s'arracher, il va falloir très très vite les réserver. N'attendez pas de l'avoir disponible sur un rayon avant plusieurs mois. Donc, positionnez-vous. Le Canon RF 45 mm f1.2 STM sera disponible dès la fin du mois de novembre et proposé au prix de 499 €. Bon, il a raison, Baptiste, d'en remettre une petite couche sur cette nouvelle optique Canon. Nous qui, à ces micros, nous plaignons très régulièrement du prix des objectifs et du fait que la monture est fermée, que du coup, il n'y a pas d'alternative possible. Bon, bah là, Canon nous dit « Ok, nous, on va le faire ». C'est bien, non? Ouais, après, c'est fermé pour surtout les professionnels. Là, ils ont quand même ouvert une partie APS-C avec Sigma qui permet de compléter un petit peu la gamme sur. Certes. Enfin, puis en plus, pour ceux qui vont être exigeants sur les grandes ouvertures en APS-C, ce qui est en plus un peu, on va dire, peut-être coûteux et peut-être pas très rentable pour ces marques-là. Et là, le 45, ben non, mais en fait, le 45, en plus, on voit beaucoup pour plein format, mais moi, je le vois aussi pour mes clients APS-C, Bien sûr. R7, R10, C'est un truc à R100. portrait qui déchire, quoi. Ah oui, non, mais puis À tout faire même, enfin un truc assez polyvalent, et surtout pour goûter aux joies du bokeh quand tu viens d'un smartphone ou Ah autre. oui, Et mais je disais à ces micros la semaine dernière, et je maintiens que je pense que c'est une optique qui peut faire basculer, qui peut être un argument de bascule vers la monture RF. En attendant, bien sûr qu'il y ait d'autres choses. Si on hésite et on voit un boîtier pas trop cher pendant mon Black Friday avec cette optique-là, franchement, non, là c'est chapeau. On attend les tests, hein, Jean-Nicolas. non, Ouais, mais, faudra voir mais, si la promesse est au rendez-vous, quoi. Mais bon, pour 500 €, on va pas être trop exigeant non plus, quoi. Non, c'est clair. Mais après, j'ai eu la chance de pouvoir l'utiliser justement au cours de ces dernières semaines. Et c'est une optique qui est ultra séduisante parce que c'est tellement une machine à bokeh. Tu t'amuses, mais comme tu veux. En fait, tu vas pas mesurer la performance optique pure là-dessus, qui
Pour autant, au centre est déjà vraiment bonne, au passage. Mais clairement, tu t'amuses comme un petit fou avec ça. En portrait, elle est absolument géniale. L'autofocus est bien réactif, même avec des sujets qui vont vite dans le cadre. Donc, de ce point de vue-là, c'est très satisfaisant. Et puis, même si la distance minimale de mise au point est que à 45 cm, donc pour le coup, c'est assez classique. Oui, c'est pas fou. Tu peux pas t'approcher très près. Non, mais heureusement, Mais t'es à 1,2. Donc, du coup, tu peux tellement séparer ton sujet de l'avant-plan et de l'arrière-plan que c'est vraiment génial. Et tu t'amuses avec ça. Elle est légère, elle est compacte. Enfin, franchement, que demande le peuple? Mais oui, mais cette mise au point... non, mais cette mise au point minimale, c'était une sécurité, en gros, parce qu'après, moi, je le vois bien avec mes clients, ils veulent toujours être de plus en plus proches. Mais quand on est à un 8, avec certaines optiques, ça va... Enfin, ils vont vite avoir des très mauvais résultats. Donc, au final, c'était, moi, je pense bien dans un sens aussi. Un peu apprendre à canaliser certains utilisateurs. Ça légitime la PSC, là, pour le coup. C'est intéressant. Hein. Puis ça permet de vendre des objectifs macro aussi. Oui. Puis attends, la proxy, la macro, ou même pour un 51.2 se rapprocher, c'est pas la macro. Quand t'es à 1,2, te rapprocher de plus en plus. Ouais, ça devient barjo. Ah non, faire une image lisible, ça devient. C'est sûr. La macro, c'est un autre domaine, mais oui. On en parlera, évidemment. Oui. Parmi les autres actualités de la semaine que nous n'avons pas encore abordées, y a la fermeture en Europe du service Lumix Pro qui avait été mis en place, si ma mémoire est bonne, au moment des S1. S1R et S1H, un service qui était dédié aux professionnels avec une prise en charge ultra rapide en cas de problème, je crois le matos de remplacement, tout ce qu'on peut attendre d'un service pro, grosso modo. Ça, a priori, c'est terminé et c'est pas une bonne nouvelle, je trouve. Et parmi les autres actualités, fait plus intéressant, je trouve, il y a un changement de modèle pour la suite de logiciels Affinity. Alors, Affinity, c'est des logiciels un peu concurrents d'Adobe. Il y avait un logiciel pour la retouche photo qui s'appelait Affinity Photo, un autre logiciel pour la mise en page qui s'appelait Affinity Publisher et un autre logiciel pour la PAO qui s'appelait Affinity Designer. Il faut savoir que Affinity a été racheté par Canva assez récemment. Ils ont décidé de fusionner ces trois logiciels et de les rendre tout simplement gratuits en utilisation, à une exception près. Tous les outils et options qui font appel à de l'IA générative restent payantes. Mais bon, si on reste dans le domaine du pixel vrai et juste, ces outils sont désormais gratuits, ce qui est une bonne chose. Benjamin, tu voulais évoquer aussi la sortie d'un album. Oui, le dernier album de Reporters sans frontières, classique. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est des dessins qui sont à l'honneur, puisqu'il s'agit des dessins du studio Ghibli, et non pas Ghibli, j'ai appris ça. La rédactrice en chef, Perrine Dobas de l'édition le précise. Moi, toute ma vie, j'ai dit Ghibli. Donc, les studios Ghibli, pour les fans de cinéma d'animation, c'est notamment les films de Miyazaki, Mon voisin Totoro. Exactement. Et d'ailleurs, des bandes originales sublimes. Oui. Princesse Mononoke ou Le voyage de Chihiro. Donc, pareil, ça c'est un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année, plutôt accessible à 12,50 € en même temps qu'une bonne action. Et ça coïncide avec les 40 ans des studios, donc du studio Ghibli, et les 40 ans de Reporters sans frontières. Voilà. Parfait.